Mardi 24 novembre 2015, la Tunisie a été victime pour la troisième fois d'un nouvel attentat. Cette nouvelle attaque est un réel coup dur pour le pays, car en ciblant la garde présidentielle, c'est l'un des symboles forts de l'État qui a été visé. Depuis, un couvre-feu a été instauré dans le Grand Tunis jusqu'à nouvel ordre. Et si cette attaque fait la une de la presse internationale, jamais les Tunisiens ne céderont à la peur. C'est donc naturellement que j'ai choisi de vous conduire ici, au palais présidentiel de Carthage, pour la première édition de Rendez-vous au palais, où le président de la République, actuel locataire du palais, nous a fait l'honneur de nous accorder une interview exclusive. Ce sont des actions sans précédent. La Tunisie n'a ni la culture du terrorisme, ni la culture contre le terrorisme. C'est nouveau pour nous. C'est un phénomène régional. C'est dû au fait que nous sommes dans une situation géographique avec des voisins. Et notre voisin libyen, oui, c'est de là que les choses viennent. Parce que nous avons une frontière à peu près de 500 km, qui est une frontière ouverte. Parce que nous avons des échanges très importants avec la Libye, des échanges humains et des échanges commerciaux, économiques très importants. Ce qui fait que ces choses-là sont arrivées parce qu'en Libye, il n'y a plus d'État. Il y a des groupuscules armés qui font loi. C'est le chaos. Et aussi parce que ce qu'on appelle Daesh maintenant, puisque tout le monde est au courant que Daesh existe, il est implanté aussi en Libye, et très fortement implanté. Donc c'est juste sur la frontière presque tunisienne. Donc c'est un problème important pour nous, parce qu'effectivement, nous recevons très souvent des armes et des terroristes. Mais comment expliquez-vous qu'une frange de la jeunesse tunisienne ait rallié les camps de Daesh ou d'Al-Qaïda ? Ben c'est simple. Vous savez qu'en Tunisie, nous avons eu une révolution. Cette révolution n'est pas due à des problèmes religieux ou d'autres. C'est essentiellement des problèmes sociaux. Parce qu'en Tunisie, lorsque nous sommes arrivés il y a un peu moins d'1 an, nous avons trouvé un chômage endémique important, à peu près 600 à plus de 650 000. Et parmi ces chômeurs, il y a des jeunes, surtout. Des jeunes qui sont des diplômés, ils ont des diplômes supérieurs et qui ne trouvent pas de travail. Donc, et puis, nous avons aussi, dans certaines régions, une certaine pauvreté, il faut le dire, et aussi des régions entières à l'intérieur qui sont marginalisées, qui ne font pas partie du circuit économique et social. Alors, évidemment, tous ces jeunes-là qui ne trouvent pas de travail sont toujours à la merci de certains, soit associations, de certaines associations, soit de certains intermédiaires qui, évidemment, les soudoient avec de l'argent et, évidemment, qui les envoient en pâture d'abord en Syrie. Ou en Irak. En Irak, un peu moins. En Syrie, beaucoup. Et en Libye. Et avec maintenant l'intensification des frappes mondiales, européennes, russes, américaines, françaises, peut-être allemandes dans quelque temps, anglaises aussi, évidemment, les Tunisiens qui sont là-bas, comme les agents de Daesh, évidemment, s'enfuient. Ils viennent en Libye. Et donc, ils se rapprochent encore de la Tunisie. Le Premier ministre français Manuel Valls ou son homologue Matteo Renzi déclarait récemment que la Libye est le futur grand dossier prioritaire. Mais d'après vous, n'est-il pas tout aussi prioritaire de résoudre le conflit libyen que celui en Syrie ou en Irak ? Écoutez, nous avons une divergence d'appréciation sur la situation en Libye. Les pays européens donnent la priorité maintenant à la Syrie. Et je les comprends, parce qu'ils ont maintenant les migrants qui arrivent de façon massive, et qu'évidemment, c'est leur première préoccupation. Nous, notre priorité, c'est la Libye, parce que la Libye, c'est le pays qui est à notre frontière.
et où notre frontière n'est pas complètement sécurisée. Donc, elle reste perméable malgré tout. Oui. Et les problèmes ne viennent de là. Même les Tunisiens qui sont maintenant en Libye, qui sont chez Daesh ou autres, qui s'entraînent dans des camps d'entraînement en Libye, c'est ça notre priorité. Et même ceux qui étaient en Syrie et qui maintenant refluent vers leur pays d'origine nous causent de graves problèmes de sécurité aussi. Mais à l'heure où la Tunisie est en but à l'islamisme radical, quelle solution, Monsieur le Président, avez-vous entrepris concrètement? Nous n'avons pas d'islamisme radical en Tunisie. Nous avions des tentatives, mais elles sont dues aussi par le fait que pendant 2 ou 3 années après la Révolution, nous avons eu des gouvernements qui étaient plutôt laxistes sur leur comportement avec les salafistes. Bon, ils se sont réveillés un peu tard, mais le mal était fait. Il y a eu une présence de salafistes importante en Tunisie. Et nous sommes maintenant en train de combattre ces gens-là qui sont implantés en Tunisie, surtout dans certaines régions montagneuses. Bon. Mais je dois reconnaître que ce gouvernement, qui s'appelait à ce moment-là la Troïka, maintenant n'existe plus. Nous avons un nouveau gouvernement qui est arrivé après des élections libres et transparentes. Et nous avons un gouvernement maintenant qui est un gouvernement de coalition. C'est une coalition entre 4 partis. Oui. Mais les composantes de ce gouvernement-là, maintenant, travaillent dans le même sens, non plus pour favoriser l'existence de radicalisme, bien au contraire pour combattre le radicalisme. Un mot sur les forces de sécurité intérieures, parce que les experts, les observateurs internationaux et même les citoyens tunisiens appellent à réformer les forces de l'appareil sécuritaire de l'État. Alors, de manière imminente, que ferez-vous? Déjà, nous avons fait une très grande réforme, puisque nous avons ramené beaucoup de compétences en matière de sécurité, qui ont malheureusement été écartées dans un certain moment où l'idéologie de la Révolution a voulu laisser croire que les fonctionnaires de la sécurité étaient affiliés à un ancien régime, etc. Or, la sécurité, c'est la sécurité des fonctionnaires. Maintenant, les choses vont beaucoup mieux. Et la réforme du ministère de l'Intérieur continue. Nous avons déjà ramené à peu près les principaux capitaine de sécurité, et la population a bien reçu cela, et les choses vont beaucoup mieux. D'abord, c'est une initiative du chef de l'État. Oui. C'est une initiative dans ses responsabilités constitutionnelles. Donc, Nida Tours n'a rien à voir là-dessus, ni les autres. Mais je sais que, pourquoi j'ai pris cette initiative? Parce que nous avons une situation économique catastrophique. Et à mon avis, il faut sortir de cette situation-là en prenant cette initiative. Parce que la Tunisie, pour sortir de la situation dans laquelle elle se trouve, a besoin d'investissements extérieurs et d'investissements intérieurs. Or, les investissements intérieurs et extérieurs ont besoin d'un climat favorable aux investissements. Et effectivement, ce climat n'existe pas encore. C'est pour ça que j'ai pris cette initiative, parce que d'abord, nous avons des fonctionnaires, un nombre important de fonctionnaires qui ne veulent plus travailler parce qu'ils ont peur de poursuites. Et parce que depuis la Révolution, nous avons engagé tout un processus pour poursuivre ceci, pour poursuivre cela. Moi, je pense qu'après 5 ans de la Révolution, on peut passer outre. Oui. Et surtout pour les fonctionnaires qui n'ont pas profité eux-mêmes des décisions qui ont été prises par eux-mêmes sous l'égide du chef de l'État ancien ou de l'administration ancienne. Donc moi j'estime que ces gens-là, maintenant, il faut les amnistier et il faut qu'ils reviennent dans la vie économique et dans la vie administrative et ne pas gripper les décisions de l'État. Mais il y a aussi des personnes qui peut-être ont profité
de cela, nous leur avons proposé de rembourser les sommes qu'ils ont acquises et peut-être avec une amende de 5 ou 6% l'an, ce qui est une chose raisonnable. Et jusque-là, il y a des courants politiques qui ont été contre cette affaire-là, ce qu'on appelle les courants de gauche, ou principalement ce qu'on appelle le Front populaire, je crois. Front populaire, mais évidemment, c'est des minorités. Donc jusque-là, évidemment, Nidatours a joué un rôle négatif, parce qu'il n'était pas en condition de soutenir ce mouvement, parce qu'il y avait des divisions. Je crois que nous allons passer outre maintenant, et il y a maintenant des actions qui sont dirigées par un groupe important des gens de Nidatours pour justement dépasser ces divisions-là. D'accord, parce que je suis obligée de revenir sur les divisions, bien que ce ne soit pas toujours agréable, mais ne redoutez-vous pas d'être accusé parfois de clanisme ou de népotisme? Je ne suis ni pour un clan, ni pour... Je ne suis pas népotiste. Mais d'ailleurs, les solutions ont été maintenant le fruit d'une consultation qui est faite par un groupe de nidaïstes. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour trouver un accord entre toutes les composantes de Nidatours. Vous pensez que ce plan d'action sera un succès? Oui, faute d'un autre plan d'action, je suis sûr qu'il va aboutir à une solution. Vous parliez de la croissance économique quasi nulle, 0,5%. Est-ce que vous pensez que ce bilan négatif est dû aux diverses attaques terroristes ou à un programme économique peut-être mal adapté? Non, non, le programme économique n'a rien à voir. La situation politique en Tunisie, les divergences entre les divers mouvements politiques a fait qu'on ne s'est pas occupé du développement de la Tunisie. C'est vrai que la situation actuelle est le résultat d'un plan de développement obsolète, oui, qui a favorisé pendant des dizaines d'années les plages, plutôt la vitrine, plutôt que l'intérieur du pays. C'est comme ça que nous avons, comme je vous ai dit, un chômage important et aussi une pauvreté dans certaines régions et même une marginalisation de certaines régions antérieures. Ça, c'est le modèle de développement qui a été adopté pendant plusieurs décennies. Je pense qu'actuellement, la Tunisie a besoin d'un nouveau modèle de développement. Et nous sommes d'ailleurs maintenant en train de le mettre en place. Bon, mais elle n'a pas encore commencé. En diversifiant. Oui, en diversifiant, bien entendu. Et deuxièmement, je dois dire que le fait que nous ayons une situation sécuritaire déficiente pendant un certain temps, maintenant les choses vont beaucoup mieux, a fait qu'on n'a pas d'investissement. Les investissements ne viennent pas s'il n'y a pas la sécurité et s'il n'y a pas la stabilité. Donc toutes ces raisons ont fait que nous sommes maintenant dans une période descendante en définitive. Et il faut aussi dire que les gens ne travaillent pas aussi. Nous avons beaucoup de revendications ouvrières pour les augmentations de salaire, etc., ce qui est légitime en définitive, mais en contrepartie, les gens ne travaillent pas. Donc c'est pour ça qu'on ne progresse pas. Je pense que maintenant nous sommes arrivés à un accord pour que nous ayons une paix sociale pendant les 3 prochaines années. Nous avons fait les augmentations qu'il fallait faire et j'espère que maintenant les choses vont repartir dans de bonnes conditions. Donc vous êtes confiant? Je suis réaliste. L'explosion de la majorité pourrait bénéficier au parti Ennahda, dont certains saluent le pragmatisme quand d'autres évoquent un double discours. Monsieur le Président, est-ce que vous diriez que Monsieur Ghannouchi s'inscrit désormais pleinement dans le jeu démocratique? Je ne peux pas garantir cela parce que je ne juge pas sur les intentions. Oui. Ce que je sais, c'est qu'ils ont pris un virage assez favorable en répétant chaque fois qu'ils veulent les entendre qu'ils sont pour un système démocratique, qu'ils ont abandonné leur premier amour, qu'ils ne sont plus pour la charia, qu'ils ne sont plus pour... mais que par nécessité ou par choix,
c'est un fait que maintenant ils ont accepté d'intégrer le gouvernement actuel et dans le gouvernement, leur action est assez positive. Mais c'est aujourd'hui qu'on dit cela, demain, comment sera fait demain, j'en sais rien. Voilà. Mais je fais confiance tout de même à leur pragmatisme. Oui. Est-ce qu'ils ont un double langage ou un triple langage? Ils ne sont peut-être pas les seuls. Pour l'essentiel, maintenant, les choses ont l'air de marcher. Et pour vous, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, entre autres fonctions politiques, on parle là vraiment de toute une vie, une vocation au sein de l'État. Je suis né comme ça, c'est ma vie. En réalité, je suis un homme qui croit en son pays et qui a commencé sa carrière un peu avant l'indépendance. Lorsque nous étions encore un protectorat, nous avons combattu le protectorat et sommes engagés dans la vie publique le premier jour de l'indépendance. Ça fait quand même presque 60 ans maintenant. Et au fond, j'ai continué comme ça. C'est tout ce que je sais faire. Je ne sais faire que cela. Bon, évidemment, je suis professionnellement avocat de profession. Évidemment, chaque fois que j'ai quitté la scène publique, j'ai repris la robe, mais j'ai toujours continué à œuvrer. Chaque fois qu'on a fait appel à moi, j'ai répondu présent. Et comme vous voyez maintenant, je n'étais pas destiné à être dans le poste que j'occupe actuellement. C'est les circonstances qui ont fait ça. Et c'est certainement mon parcours politique qui a fait que, à un moment donné, on a voulu de moi comme chef de l'État. En quoi êtes-vous un héritier de Bourguiba? D'abord, Bourguiba, c'est un génie politique. On n'en fait pas un homme comme ça tous les ans. Et je l'ai côtoyé de très près pendant 30 ans. J'étais son collaborateur, que ce soit dans son cabinet au moment où il a constitué le gouvernement, ou dans son gouvernement, dans plusieurs de ses gouvernements. Je peux dire que je suis un élève de l'école Bourguiba, parce que Bourguiba a fait une grande école. Bon, maintenant, son héritier, je ne pense pas. Bourguiba n'a pas d'héritier. Vous savez, c'est un grand symbole de la Tunisie actuelle. Je connais bien les mécanismes qui ont fait de Bourguiba ce qu'il est. J'essaie chaque fois que j'ai un problème de me rappeler comment nous avons résolu de pareils problèmes pendant la période de Bourguiba. Mais Bourguiba n'a pas d'héritier, je ne pense pas. C'est un être humain aussi, il a ses défauts, il a ses faiblesses, mais aussi il a légué à la Tunisie des réformes indélébiles. D'abord, dès le début de son mandat, il a généralisé l'enseignement. C'est énorme. Actuellement, il n'y a pas un garçon qui vient à l'âge de l'école qui ne trouve pas une place gratuite à l'école. Et le peuple tunisien n'est plus le peuple tunisien que nous avons hérité de la colonisation. Il a libéré la femme tunisienne. C'est un cas unique dans le monde arabe et musulman. Et si la Tunisie maintenant a ce comportement-là, c'est précisément à cause d'une telle réforme, où les femmes sont plus nombreuses que les hommes en Tunisie, vous savez, dans les derniers sondages, et la femme occupe à peu près la même position que l'homme actuellement. Ce sont deux réformes essentielles qui n'ont pu être réalisées que grâce à Bourguiba à ce moment-là. Maintenant, nous récoltons ce résultat magnifique et nous sommes toujours dans la continuité de l'action de Bourguiba. Pour terminer, quand vous regardez le chemin parcouru depuis le soulèvement de 2011, quel est votre ressenti? Vous savez,
on ne peut jamais gouverner avec des états d'âme. Moi, je pense que ce qui a été fait depuis est très positif. C'est-à-dire que maintenant, nous avons la philosophie du dialogue, ce qui n'existe nulle part. On a eu beaucoup de problèmes. Vous savez, on a eu 6 gouvernements depuis la Révolution. Moi, j'ai dirigé l'un de ces 6 gouvernements. Et on s'est fourvoyé plusieurs fois. On a eu des gouvernements à référence islamique, à référence religieuse plutôt. Mais nous sommes tous des musulmans. Il faut toujours faire la différence entre islamique et musulman. Nous sommes des musulmans, mais nous ne sommes pas des islamiques, c'est des mouvements politiques qui recherchent le pouvoir en instrumentalisant la religion. Ce n'est pas la même chose. On a fait des essais qui étaient infructueux. Et on a eu à un moment donné un gouvernement qui est dirigé par des islamistes. Et nous sommes arrivés par la conviction, par le dialogue, à le faire partir, sans qu'il y ait du sang coulé, son parti. Et nous avons maintenant un gouvernement qui est issu d'un pays qui a un président élu au suffrage universel, c'est la première fois. Il y a eu aussi une assemblée législative aussi élue avec un système tout à fait transparent. Et le pouvoir législatif, il est formé de plusieurs couleurs politiques. C'est la première fois. Parce que pendant les 50 ans, nous avions toujours un parlement d'une seule couleur, un seul parti, etc. Et nous avons un gouvernement de coalition. La première fois qu'on a un gouvernement qui est soutenu par 4 partis, les plus importants du gouvernement. Donc ça, c'est un grand changement. C'est le début d'un processus démocratique. Et nous sommes en train de mettre en place un état de droit. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas un oukase comme ça, nous avons un état de droit. Ça se construit. Et je suis sûr que nous sommes en train de la réussir. Nous avons la patte pour un régime démocratique. Mais pas tout de suite que quand quelqu'un nous insulte, on lui saute à la gorge. Non. Et moi, je suis insulté presque tous les jours. Mais j'accepte ça parce que c'est le tribut de la démocratie. Donc c'est ça la trace, l'empreinte que vous souhaitez laisser. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et nous sommes un petit pays. Nous sommes dans une région géostratégique très difficile à maintenir. Nous sommes ouverts sur l'Europe à 80% de nos échanges, c'est avec l'Europe, avec l'Union européenne. Nous avons maintenant une expérience démocratique qui est peut-être unique dans le monde arabe, effectivement, mais aussi qui reste fragile, parce que peut-être c'est le contre-modèle de ce qui se passe dans notre environnement, et le contre-modèle n'est pas une chose facile à assumer. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.